ma question fétiche, c'est la dernière, c'est, après tout ce qu'on s'est dit, pourriez-vous, monsieur X, madame Y, me dire pourquoi c'est vous que je dois choisir pour ce poste pour une seule raison. Pour une seule raison. Et ça, je peux vous dire, la personne réfléchit. Et là, elle vous dit le meilleur d'elle-même en une phrase. Et là, ça vous donne envie ou pas de la recruter. Sapiens Insight, c'est le rendez-vous de l'Institut Sapiens consacré à l'art du management et à la gestion des organisations. Je suis Raphaël Krivine, j'y interroge des personnalités expérimentées qui nous donnent des points de vue originaux, impactants et sortant de la boîte logique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sapiens Insight. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qu'on voit beaucoup sur les médias. Il a commencé sa carrière dans la presse. Il est chef d'entreprise. Il a repris l'entreprise de ses parents, un supermarché. Il dirige depuis 7 ans la coopérative U. Et coopérative U, c'est 1800 magasins, 1200 entrepreneurs, c'est 75 000 collaborateurs. Et son actualité aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup sur les médias pour réagir sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur la réglementation. Il se représente à la tête de coopérative U en juin. Et puis enfin, last but not least, il a publié un bouquin très sympa, Le bonheur et dans l'action, aux éditions L'Aube. Dominique, bonjour. Bonjour. Vraiment ravi de vous avoir, de capter un tout petit bout de votre cerveau disponible. Peut-être quelques mots pour compléter ce rapide portrait. C'est très juste tout ce que vous avez dit. Je rappelle juste qu'on est le 4e acteur du marché français et qu'on est beaucoup l'enseigne des territoires. À 50% de nos magasins sont dans des villes de moins de 5000 habitants. On est moins connu à Paris. À Paris, on nous connaît par le magasin de la belle-mère ou le magasin des vacances. C'est peut-être votre cas d'ailleurs ce week-end. Alors, ce que je vous propose, c'est une émission en 2 parties. Donner des coups de zoom sur votre bouquin et puis dans la deuxième partie on innovera avec un questionnaire de management en mode Marcel Proust. Alors votre bouquin, je me dis que c'est un petit peu une besace intellectuelle, professionnelle, une clé USB où vous avez toutes vos idées, vos méthodes, vos outils, vos coups de cœur, vos références. Vous avez tout mis dans ce bouquin dans un souci de transmission. Vous citez en intro Schumpeter, on n'a servi à rien tant qu'on n'a pas apporté quelque chose dans la vie des gens. Donc quel était votre objectif ? Mais vous avez raison de commencer par ça et de citer la citation que j'ai mise en exergue. Effectivement, cette citation de Schumpeter est très importante pour moi. Et pour moi, en fait, dans la vie, il y a quelque chose qui est très important, c'est la transmission. Transmettre de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, etc. C'est ce que mon père a beaucoup fait avec moi. C'est ce qu'on fait beaucoup dans notre groupement, une coopérative de commerçants indépendants. On est tout le temps dans la transmission des magasins déjà, c'est le plus important pour la pérennité de notre groupement, mais la transmission des savoirs. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, parce qu'à un moment, après 50 ans, et après avoir souvent entendu cette question, mais finalement, Dominique ou Monsieur Schecher, comment vous avez fait pour en arriver là, de la part de jeunes, je me suis dit, tiens, après 50 ans, c'est peut-être le moment d'écrire un peu un certain nombre de choses, quoi. Voilà. Alors, après, vous avez raison, je l'ai fait sous une forme un peu originale, qui est un abécédaire. Pourquoi ? Parce que je suis un collectionneur de dictionnaires. Alors, c'est pas un dictionnaire, je n'ai pas cette prétention, mais voilà, j'avais envie une fois de me prêter à cet exercice de l'abécédaire qui est facile à lire. On n'a pas besoin de lire dans l'ordre, qu'on peut ouvrir comme on veut. Et on me dit que c'est un livre qui est assez facile à lire. Alors j'ai eu du mal je recherchais des mots en général, confiance, liberté, humour. Humour, il n'y a pas humour, mais il y a rire. Donc en fait vous couvrez beaucoup de thèmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez le compléter, est-ce qu'il y a des nouveaux mots qui apparaîtraient depuis l'apparition ? Je suis déjà prêt pour un tome 2. Ou non, pas un tome 2, une V2, plus exactement, puisque en fait, dans la conclusion, j'invite mes lecteurs à m'écrire et à réagir. Et beaucoup l'ont fait. Et il y a eu un échange avec certains d'entre eux. Et donc, j'ai toute une liste de mots que je pourrais compléter. Et peut-être le plus important qui peut-être manque, parce qu'il est assez juste, c'est équilibre. Et U est une enseigne d'équilibre, la coopérative U est une enseigne d'équilibre. On est des gens qui cherchent l'équilibre avec nos parties prenantes, très équilibrés avec nos clients. On n'est pas des gens excessifs, on est des gens fidèles et équilibrés. Et je pense que quelque part, moi je le suis aussi.
Et c'est vrai que cette notion d'équilibre, je la rajouterais si je fais une V2. Alors moi, en recherchant, je me suis dit, s'il y avait peut-être un mot qui manque, et c'est presque peut-être un peu contradictoire avec d'autres mots, parce que par exemple vous insistez sur la peinture, sur l'art, vous dites que c'est vraiment une bouffée d'oxygène dans des journées éreintantes. Ça serait un mot qui compte énormément aujourd'hui, que ce soit dans l'informatique, la téléphonie, l'automobile, c'est le mot design, la beauté. Et parce que je me balade dans un supermarché, donc je tairai l'enseigne, mais quand même, il n'y a rien à faire, c'est pas super beau, quoi, quand on se balade. Et alors, certains diront, ça prouve que la consommation, la surconsommation, c'est pas beau, alors c'est pour ça que c'est laid, mais un hyper, c'est vrai, c'est pas l'endroit où les yeux ont le plus de bonheur. Mais comment se fait-il d'ailleurs qu'on puisse pas aller qu'on trouve pas la formule pour que ça soit beau c'est une bonne question. Non, on n'est pas à l'univers, la grande distribution, de l'épanouissement de la beauté, ça c'est sûr. Maintenant, et c'est peut-être pour ça que j'en parle d'autres façons dans le livre, qui n'est pas encore une fois un livre concentré sur mon métier, mais qui est vraiment sur le parcours, la transmission en général, le management en général, qui n'est pas concentré grande distri. Mais si vous me posez cette question, oui, on n'est pas. Alors, les magasins qui se font aujourd'hui sont quand même plus beaux que dans le temps. Maintenant, on ne sera jamais des temples de la beauté ou des musées. Par contre, pour moi, effectivement, l'art, la beauté, il y a des tableaux dans cette pièce, etc., qui sont vraiment beaux. C'est important, quoi. Ça nous sort de notre quotidien, justement, et c'est des bouffées d'oxygène absolument fondamentales. Ouais. Alors un autre mot, pour parler toujours métier distribution que j'ai pas trouvé, j'étais sûr de le trouver, c'est chef de rayon. Par exemple, vous parlez, je trouve, avec des mots très très justes, caissière, directeur de la directrice, une caissière directrice de la dernière impression, je crois que c'est quelque chose comme ça. À l'accueil, directeur, directrice de la première impression et en caisse de la dernière impression. Et moi, en école de commerce, etc., j'avais vraiment on nous disait toujours chef de rayon. Chef de rayon. Commencer par là. C'est un objectif. C'est faire du terrain, ça permet de prendre l'ascenseur social, etc. Et vous ne reprenez pas ce terme-là, alors je me disais qu'il y avait une raison particulière. Merci pour la suggestion. Encore une fois, peut-être qu'une fois, je ferai un abécédaire spécifique de la grande distribution ou du commerce. Tiens, pourquoi pas, j'y ai déjà réfléchi. Alors, non, chef de rayon, vous avez raison, on pourrait le rajouter. Le chef de rayon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est déjà occupé d'un rayon et qui devient en fait manager. Donc, il se met, on lui confie une équipe. Il ne gère plus que son rayon seul, il gère toute une équipe. Et c'est la première étape de la progression, effectivement, dans notre environnement. Mais ce qui est important dans la grande distribution, c'est que l'escalier social, moi j'aime pas le terme d'ascenseur social. L'ascenseur il va trop vite, ça marche pas comme ça. Donc l'escalier social marche encore chez nous. On peut rentrer dans notre métier, pas être forcément très diplômé, et à force de travail, de passion, parce que chez nous c'est quand même beaucoup de travail, on peut progresser, on peut franchir les échelons, les marches, c'est vrai. Et c'est toujours vrai. Et c'est toujours vrai, et c'est toujours vrai. Et je donne souvent cet exemple d'un patron aujourd'hui, propriétaire d'un magasin, qui a démarré en job d'été, qui ne s'attendait pas du tout à rester dans ce milieu-là, mais job d'été, finalement ça lui a plu, il s'est fait embaucher dans le magasin, il a gravi tous les échelons, il a fini directeur, et après quelques années de directeur, il a fini par racheter le magasin à son patron, comme on est des commerçants indépendants. Il a racheté le magasin à son patron, et aujourd'hui il finit dirigeant du groupement, puisqu'il est administrateur de notre coopérative. Un super parcours. Alors justement, parlons du modèle d'entreprise. Vous dites la coopérative, c'est le modèle le plus abouti du capitalisme. Enfin, vous utilisez des mots très forts. Ouais. Et j'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, pourquoi ce modèle n'est-il pas répliqué fréquemment ? Alors je dis précisément, un peu en guise de provocation, que pour moi c'est la forme la plus aboutie du capitalisme moderne. Pourquoi ? Parce que chacun dans notre organisation et dans les organisations coopératives reste indépendant et est entrepreneur indépendant. Chez nous on est propriétaire de tout, du fonds de commerce, de l'immobilier, et en même temps on est associé et donc on bénéficie de services communs, d'abord les achats en commun.
ensuite de nombreux services, et surtout on n'est jamais seul, et en cas de coup dur, il y a l'expression d'une solidarité qui est importante chez nous et qui fait qu'effectivement on n'est jamais seul. Alors pourquoi c'est pas plus connu? C'est une excellente question. Hier j'étais à la journée annuelle de la Fédération du commerce associé, donc les gens organisés en coopérative, et notre travail hier, c'était la promotion de ce modèle. On est d'ailleurs cette année dans l'année mondiale de la coopérative par l'ONU. C'est la deuxième fois dans l'histoire c'est le cas. Il y a de plus en plus de gens dans le monde qui travaillent dans des univers coopératifs, mais c'est pas tellement connu, et donc il faut que ça progresse. Et notamment une de nos cibles, ce sont les jeunes, et de leur faire comprendre qu'il y a un intérêt à travailler dans ce monde-là qui est plus équilibré et sans doute plus humain. Et dernier point, pour apporter notre part à ce combat-là, nous l'année dernière, après 20 ans, je crois, ou plus de 20 ans, où on s'est appelé Système U, on a décidé de changer de nom. Système, c'était peut-être un peu années 80. On a décidé d'assumer ce qu'on est et de dire qu'on est une coopérative. Et depuis donc 2024, on s'appelle Coopérative U, qui est une façon de démocratiser le sujet. Et je me demandais si ça ne pouvait pas... Je ne suis pas financier, mais si cela ne pouvait pas présenter des handicaps, par exemple en cas de levée de fonds pour bénéficier de tout l'environnement qui existe avec le private equity, etc. etc. Est-ce que ce modèle-là ne peut pas, dans certains cas, on est un modèle capitaliste, mais différent, où la levée de fonds, elle se fait beaucoup entre nous. Nous, on a une banque interne qui s'appelle Expan-U, où l'ensemble des patrons de magasins chacun met des sous, et ce capital qui est généré permet d'aider de nouveaux ou de jeunes ou des repreneurs qui manquent de moyens. Voilà, donc la solidarité et la levée de fonds, elles s'organisent entre nous. D'accord. Voilà. Et voir peut-être que ce véhicule finalement de financement peut lui-même aller chercher des fonds à l'extérieur. Mais tout à fait. Après, bien sûr. Après, il y a l'apporteur au premier chef. Ensuite, il y a la solidarité interne. Et après, bien sûr, grâce à tout ça cumulé, on va chercher des fonds dans les banques qui nous soutiennent très largement, bien sûr. Alors là, vous avez commencé à en parler en disant, finalement, le principe du système, c'est aussi la subsidiarité. Absolument. C'est les fonctions. C'est ce qu'on peut faire au niveau local, on le fait, et ce qui est plus pertinent d'orchestrer au niveau national. Ensemble, on le fait ensemble. Absolument, ça c'est la clé du système. Et on dit toujours chez nous, unis les hommes sont plus forts. Donc l'adaptation locale, le commerce local, il se fait au plus proche du terrain, de la connaissance des clients, des collaborateurs, des parties prenantes, associatives, la production locale, etc. Ça, c'est le rôle du patron. Et c'est ce qui fait notre résilience sur le marché actuellement. Et en même temps, on met ensemble un certain nombre de forces pour des services ensemble, des achats ensemble, de la communication ensemble, etc. Là où individuellement, chacun ne serait trop isolé et trop faible, quoi. Et ce qui fait que vous, parmi les grands patrons qui ont des dizaines de milliers de salariés, vous avez une double casquette, donc vous êtes branché sur la prise terre avec votre commerce du vendredi au dimanche, et le reste de la semaine, vous êtes... Oui, c'est ma fameuse double vie, effectivement. La règle chez nous, c'est que l'ensemble du groupement est dirigé par des patrons, à tous les niveaux de l'organisation. Moi, je suis, on va dire, le binôme ultime, le PDG, et le responsable, etc., choisi par mes collègues. Et en même temps, je suis toujours patron opérationnel propriétaire de magasin en Alsace, à Fessenheim, au bord du Rhin, où je suis tous les vendredis, tous les samedis, donc au contact de mes clients, de mes collaborateurs. Et donc, quand je reviens à Paris le lundi matin, et dans le comité de direction, je sais de quoi je parle, quoi. Et ça n'a pas de prix en fait dans l'organisation. On n'est jamais déconnecté du terrain. Mais dites-moi, là, je vais faire une digression, mais si on appliquait ce système à la politique, ça donnerait envie de revenir au cumul des mandats avec le maire qui est sur le terrain et qui est à l'Assemblée du Mais absolument. Mais moi, je suis pour le cumul des mandats. Je pense que c'est une erreur grave dans notre métier d'avoir organisé le non-cumul de mandats. Il faut y revenir. Alors, avec des règles de limite de salaire, des règles peut-être de limite de taille de ville, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que n'être que parlementaire aujourd'hui, donc pas gérer un exécutif, pas gérer un budget, moins être en contact avec un certain nombre de gens. Je pense que c'est pas bon. C'est pas bon et on côtoie un certain nombre de parlementaires et parfois c'est vrai que voilà, je pense
il peut manquer cette dimension parfois et il faudrait y revenir. Mais il y a quelques sujets de modification dans notre organisation de la vie publique, je trouve. Alors si on revient au métier de la grande distribution et avec votre modèle de coopérative, si on prend le cas concret d'innovation, qui est d'ailleurs évidemment à on retrouve évidemment l'innovation dans votre abécédaire, mais alors, voilà, l'innovation, comment ça s'organise? Est-ce que c'est un chef d'entreprise, un patron de supermarché peut avoir une idée? Est-ce qu'ils se mettent à plusieurs? Est-ce qu'en fait il y a une équipe innovation au niveau groupe qui phosphore? Comment on passe du top-down au bottom-up? Comment vous arrivez à... Mais il y a les deux, mais dans une coopérative, les meilleures innovations viennent du terrain. Et je vais vous donner un exemple qui est un peu emblématique chez nous, mais il y en aurait plein d'autres. C'est la location de véhicules. La location de véhicules qui aujourd'hui est pratiquée dans toute la grande distribution. C'est pas né dans la grande distribution, mais aujourd'hui tout le monde l'a pratiqué dans la grande distribution. C'est né chez U en fait. C'est un collègue dans le centre de la France qui s'est dit mais pourquoi je n'aurais pas des voitures, des utilitaires, etc. Il s'y est mis, ça a très vite marché. Il a convaincu les 3-4 collègues autour de lui. Ça a marché aussi et c'est devenu un concept national. On est devenu un des plus grands loueurs de France. J'ai des collègues dans leur magasin, ils ont 500 véhicules en location. C'est un truc incroyable. Après, on a été copié par Leclerc, par Intermarché, tout le monde le fait aujourd'hui. Mais ça, c'est l'exemple typique d'une innovation née du terrain. Et vous savez, la force d'une coopérative, ce sont des hommes en fait, des entrepreneurs. Quand il y a un truc qui marche, ça fait vite feu follet. C'est très vite copié. Et ça, c'est formidable. Et le national va peut-être donner le coup d'accélérateur, le financement pour passer à l'échelle. Voilà, la conceptualisation, le financement s'il faut, plein de choses. Après, à l'autre bout, il peut y avoir aussi des idées, bien sûr, qui naissent au siège, bien sûr, dans les discussions, dans les échanges, dans les groupes de travail, bien évidemment. Mais les meilleures, les plus fortes, les plus impactantes sont nées du fait d'un commerçant dans un magasin. Voilà, et vous faites peut-être des expéditions aux États-Unis ou ailleurs. Oui, on fait ce qu'on appelle des retail tours. D'accord, ok. Oui, ponctuellement. Et alors, en ce moment, évidemment, c'est pas IAN, mais c'est IA. Je crois qu'on en parle tous sur les médias sociaux, etc. Et puis, effectivement, ça bouge beaucoup. L'IA générative, par exemple, sur un sujet comme celui-là. Alors concrètement, je ne connais pas bien votre secteur, donc j'imagine qu'il y a forcément des usages possibles. Et où est-ce que c'est testé aujourd'hui? Alors l'IA, elle fait partie de notre quotidien déjà depuis plusieurs années. La première utilisation, nous de toute façon, voilà, ça c'est aussi une force des commerçants indépendants, c'est on investit là où on a besoin et surtout là où il y a un retour sur investissement. Nous on ne va pas investir pour tester des choses, etc. Donc l'IA, on l'utilise par exemple pour améliorer les commandes, la qualité des commandes, notamment les commandes saisonnières. Je veux dire, l'IA absorbe les calculs, les historiques, la météo, etc. Pour faire les prévisions. Et est capable de faire des propositions de prévision qui sont très intéressantes. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qu'on vient de déployer, c'est l'amélioration des commandes, par exemple, au quotidien dans les fruits et légumes. Commander des produits frais, c'est pas simple. Il faut être devant le stock, dans la chambre froide, regarder, voir la météo, est-ce qu'il y aura des barbecues ce week-end ou pas, etc. Donc voilà, on a installé un système. Et troisième grande utilisation, c'est en bureautique, bien évidemment. On a équipé tous nos collaborateurs du siège de l'intelligence artificielle de Google, qui s'appelle Gemini. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, on fait une visio. Dans la minute qui suit, on a la synthèse de la visio qui arrive par mail. C'est incroyable. Alors, tout n'est pas parfait, il faut revoir, il faut relire, etc. Mais ça permet d'accélérer et de gagner du temps. Vous faites pas mal de confidences dans l'ouvrage sur vos propres techniques de gestion de votre temps, où vous êtes organisé, vous classez l'information, vous utilisez des softs. Et justement, est-ce que du coup, vous utilisez aussi de l'intelligence artificielle pour vous aider désormais? Ça fait partie de vos outils du quotidien? Je vais vous dire un truc, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. J'utilise de moins en moins les moteurs de recherche et de plus en plus, et quasi exclusivement, les intelligences artificielles à qui je parle, quoi, tout simplement. Donc, mais comme tout le monde, bien sûr. Mais je pense que ça va être notre quotidien demain. Et je pense d'ailleurs que les moteurs de recherche et leurs modèles de publicité, ils ont du souci à se faire.
Oui, effectivement. Alors, il y a un mot qui revient souvent, qui nous est cher à l'Institut Sapiens, c'est le mot liberté. Oui. Et je trouve que vous avez une très jolie formule. Vous indiquez que la rentabilité d'une entreprise, c'est l'essence de sa liberté. Mais oui. Et comme vous êtes un passionné de presse, vous avez aussi d'ailleurs un paragraphe consacré aux journalistes que vous fréquentez forcément par votre travail. Je me dis finalement, le modèle en France, il est compliqué parce que cette presse, elle est souvent... Il y a des subventions, on est dans le métro, personne n'a un journal, donc on ne sait pas qui achète la presse vraiment, enfin écrite papier, mais ils sont là. Et donc il y a un sujet finalement de liberté, indépendance, puisque il n'y a pas la rentabilité. Et quelle est votre vision quand vous êtes sur les médias sociaux? Vous voyez, nous ici, je suis entre guillemets avec Institut Sapiens un média et qui fait concurrence à des grands titres de presse, toute proportion, en toute modestie. C'est vrai, vous posez une question qu'on peut se poser. Est-ce que les budgets d'aide à la presse, qui sont souvent nés il y a très longtemps dans des situations de fragilité d'après-guerre, etc., ont-elles encore un sens? Puisqu'elles se tiennent sans doute encore. Mais bon, voilà, moi je suis un chantre de la liberté d'entreprendre et de la liberté totale. Est-ce qu'il faut aider encore par des subventions? Non. En réalité, normalement, toute entreprise, et donc tout média aussi qui est une entreprise, devrait vivre par sa propre activité, par les revenus qu'elle génère, par ses résultats, et pas forcément par des subventions, surtout au temps des médias sociaux, de tous ces relais, de vous, effectivement, aujourd'hui vous êtes un média, donc pourquoi eux et pas vous? Enfin voilà, donc c'est une vraie question, qui pourrait être remise sur la table, mais je pense que ça représente pour certains des sommes importantes et sans doute que le modèle ne peut pas être vu comme ça. Vous venez d'évoquer aussi la liberté d'entreprendre. Et depuis quelques mois, il y a une accélération en France. Alors, c'est peut-être un déplacement de la fenêtre d'Overton, mais les patrons dont vous êtes, alors Arnaud LVMH ou patron de Michelin, autres, interviennent plus pour parler imposition, réglementation. Peut-être que le rapport Draghi, paru en septembre, sur l'excès de réglementation au niveau européen, est venu un peu délier les langues. Donc en fait, vous ne lâchiez pas les coups il y a quelques années, où j'étais peut-être moins attentif aussi à vos prises de participation, où là, vous dites maintenant, la situation est telle que les déficits, etc., que je dois être partie prenante et aussi donner un avis. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Vous avez dit qu'il y a eu un déplacement de la fenêtre d'Overton. Peut-être. Non, mais écoutez, je crois qu'on est dans une situation qui est difficile. La France est dans une situation difficile d'endettement, de croissance atone. Il y a vraiment beaucoup de sujets sur la table. Du coup, les chefs d'entreprise et les gens dans les entreprises le vivent comme ça, avec des difficultés, des freins, une certaine suradministration, une certaine surbureaucratie. Et à un moment, je pense que les gens sont en train de se dire maintenant stop, quoi. On est peut-être au bout d'un certain modèle. Il faut peut-être réinventer des choses. Et moi, la grande leçon que je tire de ces dernières années, depuis que je suis PDG de U, c'est qu'à un moment, en tout cas sur les dossiers qui nous concernent, moi j'ai aucune vocation à intervenir sur ceux qui ne me regardent pas, mais sur les dossiers qui nous concernent, la concurrence déloyale, le coût du travail, ce qui est tellement important, la simplification, voilà, par exemple 3 sujets qui nous tiennent à cœur. Les chefs d'entreprise doivent s'exprimer, doivent faire des propositions, doivent alerter et pour essayer de bouger les lignes. D'autant plus que dans 2 ans, il y a une échéance peut-être présidentielle, il y a des projets présidentiels qui vont se construire, donc c'est peut-être aussi le moment de s'exprimer pour peser sur des projets et des décisions à venir. Voilà ce qu'on essaye de faire à notre niveau. Finalement, quand on fait un peu un historique simplifié de l'histoire de la prise de position des chefs d'entreprise par rapport à l'environnement, à la société, à l'environnement. Il y avait cette phase où on disait, du Milton Friedman dans le texte, finalement, le rôle social de l'entreprise, c'est de faire du bénéfice, point barre. Puis après, depuis une 20aine d'années, on a été plus sur une dimension RSE, la responsabilité sociale, le capitalisme de partie prenante. Soyons gentils avec tout le monde, prenons tout le monde en compte, c'est les critères de ESG, etc. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, on revient finalement un peu à
je ne vais pas dire du freelance 2.0, mais c'est on se concentre, le rôle du chef d'entreprise, c'est aussi de favoriser la liberté d'entreprendre, donc la liberté en général, et de s'investir là-dessus. C'est un peu Oui, encore une fois, face à une organisation, un contexte, un environnement qui est devenu plus difficile encore, et sur lequel on a envie de peser, de changer en fait. Et il y a une dimension peut-être aussi qui est importante, c'est que quand on prend la parole maintenant, de plus en plus, on est encouragé aussi par les gens qui nous écoutent, qui nous observent. Je vous assure, moi j'ai des retours en disant mais oui, il faut continuer, d'autres chefs d'entreprise déjà, notamment dans le monde des PME qu'on connaît bien chez nous, mais aussi du public qui disent mais oui, on sent qu'il faut changer les choses, donc allez-y, prenez la parole, essayez de bouger les lignes. Donc il y a une espèce de d'enchaînement qui fait que tout ça se fait, quoi. Voilà. Après, peut-être que c'est propre à cette période où il faut réinventer, reconstruire des choses, et que peut-être à un moment à nouveau on reviendra, redeviendra plus silencieux. Oui, puis il y a eu Musk aux États-Unis. Enfin, il y a tout un contexte. Peut-être aussi. Merci pour cette partie. On pourrait passer plus de temps sur le bouquin, mais je voulais aussi... On renvoie les gens au livre. Hein. Voilà, et puis je voulais aussi vous faire... ça renvoie aussi au livre, parce que vous faites des citations, mais il y a des fois, ça donne envie d'aller plus loin. Quand vous parlez de peinture, on se dit, mais c'est quoi son tableau préféré? Des choses comme ça. Donc, une fois de plus, ça sera le prochain, mais vous ne livrez pas tant que ça. Donc, en fait, c'est ça, je vais essayer un peu de creuser, mais toujours autour du management, du leadership. Donc, je ne sais pas comment appeler ce questionnaire, peut-être l'Ultimate Love Boss questionnaire, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la première question, c'est effectivement, vous êtes dans la transmission. Demain, il y a une jeune femme ou un jeune homme qui reprend, qui pour la première fois se lance comme chef d'entreprise de l'un de vos magasins. Et quels sont les bouquins ou les bouquins que vous auriez envie de lui offrir, ou peut-être, comme maintenant on est à l'heure des médias, ça pourrait être aussi de lui dire, il faut absolument que tu regardes la vidéo de telle ou telle personne. Non, mais déjà, je lui dirais absolument de rester plus que jamais curieux, même s'il fait un choix très précis d'un métier. Et après, je vais vous dire, malheureusement, très souvent, les livres de management pur ou de stratégie, je les trouve souvent ennuyeux. Donc, ce n'est pas mes préférés. Par contre, j'adore les témoignages de chefs d'entreprise. Par contre, il y a un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques temps, qui est le parcours d'Hubert Joly, le français qui a redressé Best Buy aux États-Unis. Ça, c'est le genre de livre que j'aime. Voilà, un parcours, qu'est-ce qu'il a vécu, ses expériences, ses succès, ses échecs, ça, c'est intéressant. Mais après, pour moi, le plus important, et j'en cite dans le livre, c'est de lire des bons livres et parfois des vieux livres et souvent de philosophes. J'en cite 3 dans le livre qui sont hyper importants pour moi et que j'encourage tout le monde à lire. Michel Serres, malheureusement plus là, et qui m'a appris que l'essentiel justement c'est de jamais arrêter d'apprendre. Montaigne, bien sûr, un peu mon maître à penser avec ses essais sur vivre à propos et voilà. Et puis André Comte-Sponville, un philosophe moderne et proche du monde de l'entreprise, très intéressant. Donc voilà, j'encouragerais plutôt à lire ce genre de livre-là plutôt qu'un traité de stratégie. Alors, petite parenthèse, c'est que Jean-Paul Agon, le président de L'Oréal et ancien PDG, il y a quelques mois, recommandait lui le bouquin Stratégore, et ça tombe bien parce que c'est la vidéo précédente de Sapiens Insight, puisqu'on interrogeait Pierre Dussauge, un des co-auteurs. Il disait, mais moi, un directeur général, final, je lui dis de relire le Stratégore. C'est pas très rigolo, mais finalement, il y a il y a tous les fondamentaux. Deuxième question, c'est: est-ce que vous avez récemment eu un coup de cœur business, service, quelque chose qui dit tiens, ça c'est inspirant, comme vous parlez de curiosité? Je vais vous dire, exactement demain, je réunis tous les patrons d'Hyper-U et d'Hypermarché chez U. Et mon coup de cœur, c'est eux en fait. C'est quoi? C'est que tout le monde dit l'hypermarché est mort. Eh bien, chez Coopérative U, l'hypermarché n'est pas mort. Nos 77 hyper se portent très bien. Ils sont à taille humaine, ils ont su se réinventer. Et donc, c'est la preuve que rien n'est jamais terminé et que dans le commerce, tout peut se réinventer. Donc, mon coup de cœur, c'est notre format hypermarché chez eux. La question, vous avez peut-être répondu partiellement, on va voir, c'est, vous êtes évidemment, j'imagine, beaucoup sur votre smartphone toute la journée. Est-ce que vous avez une appli indispensable? Le truc... Oui, l'appli qui s'appelle Zenbox et qui est une appli qui aide à respirer avec de l'intelligence artificielle. Vous m'avez demandé avant
D'accord. Ou est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Ben, moi, j'utilise personnellement pour ça. C'est vraiment des jeunes qui ont monté ça, c'est super. Ils vous aident à mieux respirer et donc à vous détendre ou à trouver de l'énergie en analysant votre façon de respirer avec de l'intelligence artificielle. J'encourage tout le monde à l'apprendre. Zenbox. Alors vous répondez pour moi dans le bouquin, mais le ou les 2 patrons qui vous ont inspiré? Les patrons qui m'ont inspiré. Alors écoutez, il y en a beaucoup, mais si je devais en citer un, il y en a un, c'est Rémi Fimelin. Donc c'est en fait, alors c'est qui Rémi Fimelin? C'est mon premier patron en fait, c'est le patron qui m'a recruté au journal L'Alsace à l'époque, dans la presse quotidienne régionale. Il m'a recruté, il m'a formé beaucoup pendant plusieurs années. Il sera ensuite devenu patron de France Télévisions. Voilà, aujourd'hui, il est malheureusement décédé. Voilà. Mais pour moi, il incarnait quoi? Il incarnait l'humanisme rhénan. Ces patrons alsaciens, fidèles à un certain nombre de valeurs, très humaines, etc. Et donc voilà, c'est un personnage pour moi très important dans la vie. Alors si demain soir, vous aviez un petit peu de temps, si vous pouviez faire un dîner en ville, vous auriez envie de dîner avec qui? D'accord, alors je les inviterai déjà au restaurant de Guy Savoy, la Monnaie de Paris, l'expérience culinaire la plus incroyable que j'ai pu vivre. Et j'inviterai Tom Cruise, Jean-Jacques Goldman et Ragnar Jonasson. Alors qui sont? Alors Tom Cruise évidemment. Oui. Moi je suis admiratif de Tom Cruise. Il a 62 ans, je trouve qu'il en fait 42. Il a une énergie de dingue. Il sort son film aujourd'hui, là, Mission Impossible, le dernier apparemment. Moi, voilà, il a une enfance difficile. Voilà, je trouve que c'est un beau parcours. Ensuite, Jean-Jacques Goldman, parce que je suis fan. Et Ragnar Jonasson, c'est qui? C'est le plus grand auteur de polar islandais. Numéro 1 des ventes en Islande. Et j'adore les polars des pays du Nord. Voilà. Donc, je l'inviterai à ma table aussi. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que imaginons que vous ayez un enfant en âge de faire un stage, est-ce qu'il y aurait une boîte, vous direz, il faut absolument que tu fasses un stage dans cette boîte? Je les enverrai chez SpaceX. D'accord. Parce que c'est dingue, quoi. Il envoie des fusées, dans l'espace, des fusées qui reviennent et qui se reposent de là où c'est complètement incroyable, quoi. Donc je pense que voilà, il est comme il est, Elon Musk, mais il est disruptif et je pense que vivre un stage là-dedans, ça doit être très enrichissant. Donc je signale qu'on avait invité ici dans Sapiens Insight Michael Valentin, qui est un consultant français qui a écrit 2 bouquins sur les méthodes industrielles d'Elon Musk et qui avait été sur place, observer, comprendre comment ça marchait. Alors, est-ce qu'il y a un modèle, une matrice que vous aimez bien utiliser pour comprendre, où vous vous dites à vos juniors, tiens, fais-moi telle analyse avec telle méthode, vous avez comme ça un outil favori? Mais écoutez, chez nous, il y a un outil qu'on utilise tout le temps pour... c'est des simples études de marché, mais une étude de marché bien faite, elle vous dit tout sur le potentiel d'un site, sur le potentiel d'un produit, sur le potentiel... Voilà, moi j'étais formé à ça, on le pratique beaucoup dans notre métier, je ne vais pas réinventer autre chose, c'est ce que j'utilise le plus. Et donc, une étude bien faite, ça prépare votre décision parfaitement. Et en plus, on peut s'aider aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle pour préparer le terrain. Et quand on vous suit sur les médias sociaux, vous allez évidemment régulièrement sur le terrain, visiter des nouveaux je l'ai fait hier, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que vous aimez bien poser quand vous discutez avec un chef de rayon, une caissière, voilà, pour obtenir de l'info? Eh ben oui. Une de mes questions que j'ai encore posées hier, c'est quels sont les meilleurs produits locaux ici. D'accord. Et ça me permet déjà de mieux comprendre le pays où je suis, de voir s'il y a l'offre locale qu'il faut dans le magasin U que je visite, parce qu'en plus c'est vraiment notre ADN. Et la façon dont le patron m'en parle ou le collaborateur m'en parle, ça me dit beaucoup sur la relation qu'ils ont avec finalement leurs clients au bout du compte. Donc ça, c'est une question que je pose souvent. Alors, en comité exécutif, en comité dirigeant, dans les instances où vous intervenez, est-ce qu'il y a un acte managérial qui vous est propre, qui vous caractérise, et on dit « Ah, c'est encore Dominique, il nous l'a encore fait ». Non, mais je suis le PDG d'une coopérative. Je suis le représentant ultime de 1200 patrons. Ma méthode, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de
faire naître le consensus. Voilà, je suis, je pense, un homme d'équilibre, comme le groupe est un homme d'équilibre, et je cherche à aboutir aux meilleures décisions, et dans une coopérative, ça peut que se faire dans le consensus. Donc, tout mon rôle, et sans doute un des rôles les plus importants, voilà, c'est de faire naître ce consensus après avoir animé le débat le mieux possible. Dominique Schächer, générateur de consensus. Bah, ça me va bien, si vous dites. Et au cours, on va dire, des 7 dernières années, est-ce qu'il y a eu une décision vraiment marquante qui aurait peut-être pu faire tanguer le navire que vous avez dû prendre? Comment vous étiez pris? Moi, déjà, depuis 2018 que je suis président de crise. Hein, on va de crise en crise, donc des décisions, on a pris des tonnes pour bien gérer la situation. Mais peut-être une importante qu'on a prise ces derniers temps, c'est de ne pas faire le dossier casino chez eux. Il y avait plein de magasins casino à racheter. On a décidé, alors que c'était très tentant de les racheter, on s'est dit ouais super, on va racheter des magasins, etc. Ben, on a en conscience décidé de ne pas le faire parce que c'était pas notre culture, pas nos valeurs, parce que ce qui était vendu nous intéressait pas. Et donc on a dit non, malgré la tentation. Donc je pense que ça c'était une décision difficile mais importante et on ne la regrette pas. Alors vous avez des goûts très éclectique, vous intéressez à plein de choses, mais est-ce qu'il y a une activité extra-professionnelle dans laquelle vous puisez de l'aspiration managériale? Les livres. Les livres. Incontestablement. Et puis j'essaie de le traduire dans ce livre. Alors vous parlez beaucoup de l'importance du recrutement, des entretiens. Et est-ce que c'est ce que je préfère faire. Au magasin chez moi, j'ai recruté, je pense, des centaines de personnes. Pour la coopérative, pas des centaines à la coopérative, mais j'ai recruté quand même un certain nombre de personnes. Oui, c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Et est-ce que vous avez une question? Comment je finis? Est-ce qu'il y a une question fétiche qui revient? Ma question fétiche, c'est la dernière, c'est, après tout ce qu'on s'est dit, pourriez-vous, monsieur X, madame Y, me dire pourquoi c'est vous que je dois choisir pour ce poste pour une seule raison? Pour une seule raison. Et ça, je peux vous dire, la personne réfléchit. Et là, elle vous dit le meilleur d'elle-même en une phrase. Et là, ça vous donne envie ou pas de la recruter. Et alors je rebondis. En fait, la question préférée en entretien de Peter Thiel, un copain d'Elon Musk d'ailleurs, en fait, on va voir qu'est-ce que vous répondriez à Peter Thiel, le milliardaire, c'est quelle vérité importante partagez-vous avec très peu de gens? C'est une bonne question, mais que je doute que autant PDG que vous puissiez être, vous doutez souvent dans les orientations à prendre. Voilà, donc le but pour moi, c'est d'éliminer le doute et de prendre la meilleure décision possible. Mais c'est pas parce qu'on est tout en haut qu'on ne doute pas. Voilà, c'est peut-être ça que je dirais à cette question-là. Et on arrive à la dernière question de ce questionnaire. Dans 20 ans, qu'aimeriez-vous que vos anciens collaborateurs, peut-être quand ils se retrouvent, disent encore de vous? Il a fait de son mieux. Eh ben, on a essayé aussi de faire de notre mieux aujourd'hui dans cet entretien. Un très grand merci une fois de plus. Pour cet échange. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Sapiens Insight.